Grégoire Pupin, bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, le vote de l'Assemblée nationale en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution est une décision qui vous a-t-elle surpris? Bien, écoutez, d'abord merci beaucoup d'organiser cette émission sur ce sujet. C'est important, c'est courageux de votre part parce que il y a peu de médias qui osent avoir voilà, entendre une voix dissonante sur ce sujet. Vous l'avez dit, il y a une grande majorité à l'Assemblée qui a voté en faveur de ce texte. Donc c'est important d'en parler. C'est aussi important parce que vous savez, le gouvernement en fait, en introduisant son projet de loi, visait précisément à éviter le débat. Si la proposition de loi initiale avait prospéré, si elle avait continué son parcours parlementaire, on aurait alors abouti à un référendum sur cette modification de la Constitution. Ça veut dire ensuite à nécessairement des échanges d'arguments et donc la possibilité pour les personnes qui souhaitent s'opposer à la constitutionnalisation de l'avortement et plus généralement qui souhaitent éviter l'avortement, leur permettre de s'exprimer dans les médias. Donc c'est dans le but de ne pas laisser place à la contestation dans les médias que le président a décidé d'introduire ce projet de loi qui a donc été soumis d'abord à l'Assemblée, qui va ensuite être soumis au Sénat, puis éventuellement, s'il est adopté dans les termes identiques, aux deux chambres réunies en congrès à Versailles. Donc il est important que les Français puissent entendre une voix réaliste sur la question de l'avortement. Comme vous l'avez dit, c'est une réalité qui est massive en France depuis de nombreuses années. C'est une réalité qui est douloureuse pour les femmes, en particulier pour les jeunes filles. Moi, je le dis en tant que père de famille, de jeunes filles. Évidemment, on est tous inquiets. Aucun père de famille, je pense, évidemment, ne souhaite que l'une de ses filles passe par cette épreuve terrible. Donc pour moi, la priorité, c'est c'est de convaincre le gouvernement et les parlementaires à changer d'approche, à abandonner une approche dogmatique sur l'avortement, parce qu'aujourd'hui nous avons une approche dogmatique qui est en partie liée aux fameuses officines que vous avez évoquées doucement tout à l'heure en France, et une approche beaucoup plus réaliste qui existe à l'étranger sur l'action de l'avortement. Il faut bien avoir à l'esprit que, toute proportion gardée, il y a en France 2 fois plus d'avortements qu'en Allemagne. Et plus de 2 fois plus d'avortements qu'en Italie, toute proportion gardée. Donc il y a une spécificité, il y a une exception française de l'avortement. Il y a beaucoup plus d'avortements en France que chez nos voisins. Et ça, il faut le voir. Cette réalité, elle est dramatique, elle est cause de souffrance, et elle est ensuite aussi cause de problèmes démographiques, comme on l'a vu. Si la France avait le même taux d'avortement que nos voisins allemands, toute proportion gardée, donc en nombre d'avortements par grossesse, eh bien nous repasserions la barre des 2 enfants par femme, donc la barre du taux de fécondité nécessaire au maintien de la population. Donc il y a une particularité, une exception française, c'est le dogmatisme qui se reflète par l'unanimité quasiment à l'Assemblée en faveur de ce texte. La peur des parlementaires de s'exprimer contre. Il y a une forme de terrorisme intellectuel sur l'avortement. Et à cet égard, il faudrait saluer les 30 parlementaires qui ont voté contre, parce Oui. que ils ont été très courageux. Oui. Ils n'ont pas fait le choix qui facilitera la suite de leur carrière. Alors il faut Exactement. noter Oui. que 15 d'entre eux appartenaient au groupe des Républicains, 12 au groupe du Rassemblement national, qu'il y avait 2 non-inscrits, Madame Ménard et Madame Besse, et qu'il y avait un député du groupe Liberté Outre-mer indépendant. Voilà, donc il faudra hommage, effectivement, honneur à eux, parce qu'ils ont été courageux, déjà, ils ont été courageux de se démarquer de la doxa dominante. Ensuite, je leur souhaite effectivement de bon succès pour la suite, car je sais d'expérience que ce vote peut remettre en cause leur investiture aux prochaines élections. C'est une chose qui a déjà été vue par le passé, malheureusement. Donc oui, donc il faut briser cette approche dogmatique qui existe en France et regarder la situation telle qu'elle est et se demander que pouvons-nous faire pour que nos filles ne passent pas par ce drame. Voilà. Je pense que c'est la seule approche en fait vraiment
qu'on pourrait dire même humaniste, la seule approche vraiment bénéfique, bonne, que devrait avoir un responsable politique, c'est non pas consacrer, mais au contraire mettre en œuvre une politique de prévention pour réduire autant que possible le risque d'avortement. Alors, à court terme, est-ce qu'il existe une chance que le Sénat modifie le texte de l'Assemblée et, ce faisant, empêche l'adoption de ce projet de réforme constitutionnelle? Il le faudrait parce que les auditeurs doivent comprendre que pour que le texte aille devant, donc à Versailles, c'est-à-dire devant le Congrès, la réunion des deux chambres, Sénat et Assemblée, pour être adopté, il faut que d'abord ce même texte ait été adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a été adopté à l'Assemblée selon une formulation rédigée par le gouvernement. Or, cette formulation, elle dit que la loi définit les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie d'accéder à l'avortement. Eh bien, cette notion, cette formulation, en fait, est différente de celle que le Sénat avait acceptée. Il y a depuis maintenant, effectivement, plus d'un an, un débat au sein de l'Assemblée, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, entre les groupes politiques, et maintenant avec le gouvernement, sur la bonne formulation à retenir. En fait, présenter l'avortement, comme vous l'avez dit, comme une liberté ou comme un droit, c'est tellement contraire à la logique du droit, parce que l'avortement est une exception au droit à la vie, mais jamais en soi un droit à une liberté, c'est tellement contraire qu'on ne sait pas comment le dire. Donc le gouvernement et les parlementaires s'embrouillent, se démènent pour trouver une formulation qui irait. Or, en fait, ça ne va pas, parce que l'avortement n'est ni une liberté ni un droit, mais une exception. Bon, quoi qu'il en soit, ils ont d'abord adopté à l'Assemblée, il y a un an, le texte avec un droit à l'avortement. Le Sénat, et en particulier le sénateur M. Bas, a fait un petit coup, on va dire, en disant non, on va adopter un autre texte qui dit que la loi détermine les conditions dans lesquelles la liberté d'accéder à l'avortement s'exerce. Et en disant, voilà, il y a une différence importante entre le droit et la liberté, c'est une question juridique effectivement importante, et le gouvernement, et là c'est important, est revenu par-dessus et a essayé de trouver un accord en disant la liberté garantie. Or, parler de liberté garantie, c'est comme parler de droit. Et c'est là où on voit que le gouvernement prend en fait les sénateurs pour des imbéciles, parce que il essaye de leur faire croire que le texte qu'il a proposé est le même que celui que le Sénat avait accepté précédemment. Or, en fait, le gouvernement a dit ce que pense l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le droit opposable à l'avortement, avec les mots du Sénat, à savoir la liberté. Et donc, ce qu'il faut, c'est que le Sénat, les sénateurs, se rendent compte que le gouvernement essaie de les berner, de leur faire voter le droit avec le mot liberté. Ce qui s'était déjà produit dans un autre dossier il y a quelques semaines à propos de la loi sur l'immigration, où la loi est passée parce que on y a inscrit certaines demandes du Sénat qui ensuite ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Et donc le Sénat s'est retrouvé avec une loi qui est dépouillée de tout ce qu'il avait demandé et qui ne conserve que ce qu'il ne souhaitait pas. Voilà, donc c'est un jeu d'échecs, chacun joue à son tour. Et quand on joue aux échecs, il ne faut pas s'imaginer qu'on est le dernier à jouer. Il y a toujours quelqu'un derrière nous qui... Voilà, et donc c'est pareil. Et là, donc effectivement, si les sénateurs se rendent compte que le gouvernement essaie de les berner, en leur faisant passer le texte de l'Assemblée avec leurs mots à eux, et bien dans ce cas-là, il est possible que le Sénat ne vote pas le texte dans les mêmes termes. Et plus généralement, moi je pense qu'il y a aussi une autre question qui m'étonne, c'est je ne comprends pas quel intérêt a l'opposition à faire un tel cadeau symbolique au gouvernement. On sait bien, tout le monde sait qu'il n'y a pas de problème d'accès à l'avortement en France. C'est avant tout une démarche idéologique, dogmatique, et aussi une démarche politicienne de la part du gouvernement pour remporter une victoire culturelle symbolique très importante à moindre frais. Ça ne coûte rien au compte de l'État comme mesure. Par contre, ça donnerait au gouvernement une victoire de gauche facile, symbolique. Ça permettrait au gouvernement de se placer comme un grand défenseur des valeurs républicaines. Et puis ça mettrait en difficulté la droite, parce qu'on voit bien que la droite est divisée sur ce sujet, extrêmement mal à l'aise.
Et voilà, donc j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de l'opposition à donner une victoire politique aussi importante à M. Macron. En fait, je pense que la droite vote ce texte par peur médiatique, par peur des réactions dans la presse, etc. Ça fait partie des sujets qui sont des sujets interdits. On n'a pas le droit d'avoir le moindre doute, de mettre en question ce dogme de l'avortement. Et encore une fois, c'est une exception française qui est ahurissante, qui est liée à l'histoire de la promotion de l'avortement en France et qu'on ne retrouve pas chez nos voisins, que ce soit en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Et ce qu'il faut réussir, c'est changer le regard des législateurs sur l'avortement en France. Alors, y a-t-il eu dans le monde d'autres pays qui ont pris une semblable décision d'inscrire la pratique de l'avortement dans leur loi fondamentale? Alors, il y a un pays qui l'a fait, c'est la Yougoslavie de Tito. Donc, dans les années 70. Donc, à l'époque du communisme. L'époque du communisme, donc l'époque du dictateur Tito, yougoslave. Eh bien, effectivement, il a opéré une réforme de la Constitution dans laquelle il a simultanément intégré l'avortement comme un droit et en même temps déclaré qu'il pouvait être dictateur à vie. Et donc, c'était ça, ce bel exemple que la France est en train de suivre. Ça n'a pas porté chance à la Yougoslavie. Ça n'a pas porté chance à la Yougoslavie qui a disparu 20 ans après. Mais ça ne peut pas porter chance à un pays en fait que de mettre dans sa constitution le droit de tuer les enfants à naître. Évidemment, c'est un suicide symbolique, c'est un suicide culturel, sans parler des conséquences démographiques. Donc évidemment, de toute façon, je pense que ça ne fait qu'aggraver en fait la situation dans laquelle est déjà la France. Et c'est comme si finalement on s'enorgueillissait d'être encore sur un navire qui coule, et on glorifie finalement le drame que la France vit. Voilà, c'est un drame collectif considérable, c'est une saignée démographique, c'est un drame culturel, ça a des conséquences culturelles profondes, des conséquences pour les femmes, des conséquences pour les couples, des conséquences pour les familles, des conséquences pour la société. Et je ne comprends pas, je comprends parce que je l'ai beaucoup étudié, la raison de ce dogmatisme. Il y a un dogmatisme en France sur ce sujet qui est idéologique, et c'est ça qu'il faut réussir à casser, parce que la souffrance des femmes, la souffrance des familles doit être entendue, et c'est être simplement humain que de la regarder. Alors, je vais vous dire l'exemple d'un pays actuel, la Hongrie. La Hongrie a aussi l'avortement, à des conditions comme la France à peu près. Ils n'ont pas modifié la loi sur l'avortement lorsque M. Orban est arrivé au pouvoir. Ils n'ont pas restreint les conditions d'accès à l'avortement. Par contre, ils ont mis en œuvre une politique volontaire de soutien et de prévention. Prévention de l'avortement en éduquant les enfants, la jeunesse sur la vie, en leur donnant des cours sur la vie fœtale, le respect de la vie et l'être humain avant la naissance. Sur les conditions, bien sûr, des relations sexuelles, la question de la sexualité chez les jeunes, mais aussi des soutiens aux femmes enceintes, des soutiens aux couples, etc. Eh bien, en 10 ans de politique sociale, la Hongrie est parvenue à réduire l'avortement de 50%, sans restreindre les conditions légales d'accès à l'avortement. Sans même modifier la loi, France en plein la loi Veil, si on avait vraiment une volonté d'aider les femmes et les couples, d'éduquer les enfants, les jeunes, on pourrait avoir des résultats considérables. Et ce serait un mieux pour la société, ce serait un bien. Là, ce serait vraiment agir pour le bien de la société et des gens. Alors que mettre ce texte dans la Constitution, c'est une mascarade, c'est pitoyable. Alors l'une des conséquences de cette décision, ce serait la restriction de la liberté de conscience des médecins, des sages-femmes et des infirmières qui aujourd'hui ont légalement le droit de refuser de pratiquer cet acte qu'est l'avortement, qui est contraire à leur vocation, contraire à l'ancien serment d'Hippocrate, c'est-à-dire au serment authentique, et qui, demain, avec cette inscription de l'avortement dans la Constitution, pourrait perdre cette liberté de conscience et être contraint de réaliser de tels actes ou de quitter leur
leur fonction. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, les médecins, sages-femmes, infirmières, personnels de santé bénéficient, sont protégés par une clause de conscience légale. Ça veut dire qu'elle a été adoptée à l'époque de la loi Veil. C'était d'ailleurs considéré par le Conseil constitutionnel comme étant une condition même de l'acceptabilité de cette loi dépénalisant l'avortement, que de garantir le fait que personne ne soit contraint de participer à l'avortement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis plusieurs années, il y a des propositions de loi qui sont introduites par les partis de gauche et d'extrême gauche pour supprimer la clause de conscience spécifique du personnel médical face à l'avortement. Voilà, c'est très clair, il y a une volonté de le supprimer. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que cette clause de conscience serait stigmatisante, qu'elle serait porteuse d'un jugement de valeur sur l'avortement et contre l'avortement. En fait, si la loi reconnaît que l'on peut légitimement refuser de pratiquer l'avortement, c'est donc qu'il y a un problème moral avec l'avortement. Et c'est cela qu'ils veulent supprimer, la reconnaissance dans la loi de ce problème moral, parce que le but, c'est de dire que l'avortement est un bien, c'est une conquête, une liberté, un droit, et non pas une exception ou un problème. Et donc, pour rendre cohérent, effectivement, l'ensemble du système, la cohérence voudra que si l'avortement est reconnu comme un droit à une liberté, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a aucune raison de permettre à une personne de refuser de participer à l'accomplissement d'un droit ou d'une liberté. Donc c'est la cohérence même. Le but, bien sûr, c'est le renversement du système. Aujourd'hui, l'avortement est considéré comme un mal nécessaire, et donc une exception au droit à la vie, au respect de la vie. Si demain l'avortement est un bien garanti, une liberté, un droit, alors c'est la liberté, c'est la conscience des médecins qui deviendra un mal et qui pourra être contrainte, être limitée. Bon, ça, ce sont des considérations qui sont bien réelles. Les conséquences de cette situation, il faut voir aussi un peu dans les faits. Dans les faits, que se passe-t-il ? Eh bien, d'une part, il y a de vraies difficultés à recruter des médecins parmi les jeunes pour pratiquer l'avortement. Donc il y a un désintérêt et un refus même des jeunes médecins pour devenir gynécologue, obstétricien et pratiquer l'avortement. C'est pas du tout une question de religion, c'est simplement une question objective, de conscience. Ces personnes-là se rendent bien compte de ce en quoi consiste un avortement, peut-être à la différence des responsables politiques qui vont simplement voter des textes. Le médecin, la sage-femme, eux, ils ont les mains, on va dire, dans le sang. Ils savent ce que c'est que l'avortement, et donc ils ne veulent pas le faire. Alors, quelle réponse a été apportée ? La réponse principale, c'est l'avortement par correspondance. C'est l'avortement médicamenteux. Il faut que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'aujourd'hui, 78% des avortements en France sont réalisés par médicaments. Ça veut dire par poison. La femme enceinte va ingérer 2 poisons pour provoquer les règles, oui, et puis l'expulsion du fœtus. Voilà. Et donc, c'est aujourd'hui principalement comme ça qu'est réalisé l'avortement. Alors en pratique, il faut bien comprendre que une jeune femme enceinte peut, même en télémédecine, ça veut dire sans même aller voir un médecin, à distance, se faire délivrer une ordonnance qui sera envoyée directement à la pharmacie de son choix pour qu'elle puisse y chercher les poisons. Elle pourra ensuite les absorber chez elle, sans surveillance médicale, seule, sans même en informer ses parents. Ces produits posent des règles extrêmement douloureuses, grosse perte de sang, ça peut faire très mal. La jeune femme est seule, bien souvent. Imaginez les adolescentes de 16 ans, 17 ans, seules, ou 18 ans, étudiantes, en train de souffrir ainsi. Et il n'y a pas non plus nécessairement de visite médicale auprès d'un médecin après. Tout peut se faire à distance. Donc aujourd'hui, l'avortement est extrêmement facilité, tout est fait. On ne permettrait jamais pour un autre acte de prendre un tel risque, d'exposer les personnes à un tel risque médical.
Mais là, non, on permet, sans même voir un médecin, de s'exposer à cette situation qui est extrêmement douloureuse, et qui peut être extrêmement pénible, et qui cause ensuite des conséquences. Il y a des conséquences ensuite dans l'existence de ces jeunes filles, ou de ces jeunes femmes, parce que bien souvent elles sont inconscientes lorsqu'elles font cela, adolescentes ou jeunes adultes, et ce n'est que plus tard, déjà, elles découvrent la souffrance, les douleurs, qui n'étaient pas forcément annoncées à l'avance, et ensuite elles vont réaliser plus tard ce par quoi elles sont passées et ce qui s'est passé. Donc l'avortement, aujourd'hui, c'est principalement cela. Le fait de se déplacer à une clinique, à l'hôpital, ce n'est pas du tout systématique. Et donc la question de l'objection de conscience a été réglée en partie par ça. Ça a aussi été réglé en permettant à des infirmières de pratiquer l'avortement, aux sages-femmes de pratiquer l'avortement chirurgical. Donc le gouvernement, pour faciliter toujours plus l'avortement, permet maintenant à d'autres, non seulement aux médecins, mais aux infirmières et aux sages-femmes de pratiquer l'avortement. Et a aussi augmenté la rémunération de l'avortement. Alors, donc tout est fait en fait pour faciliter la suppression des enfants à naître. C'est effrayant en fait. Face à ça, il est interdit dans les centres de planification familiale et autres. Il n'est pas autorisé d'informer les jeunes femmes des alternatives ou d'essayer de les convaincre, de les aider. Simultanément, il y a eu le renforcement du délit d'entrave qui vise à faire taire ceux qui voudraient montrer aux jeunes filles ce qu'est ou aux femmes ce qu'est l'avortement et les aider à l'éviter. Donc il y a une politique volontaire qui d'un côté fait taire ceux qui voudraient aider et de l'autre côté favorise l'avortement. Et au milieu de cela, vous avez des jeunes femmes, des jeunes filles, des adolescentes à travers cette épreuve. Et le résultat, c'est la mort de ces enfants, de ces centaines de milliers d'enfants chaque année qui sont sacrifiés. C'est vraiment dramatique et c'est au nom de cela, c'est cette réalité qui est devenue effectivement un dogme face auquel les députés n'ont pas le courage de s'élever, de proposer une voie humaine qui est la voie de la prévention, de l'aide principalement aux jeunes femmes. Personne n'ose lever la voix, n'ose montrer ce que c'est. Donc c'est dramatique, c'est une lâcheté considérable de la part des responsables politiques, un aveuglement. Et ça a des conséquences terribles, aussi bien au plan individuel qu'au plan familial et collectif. Alors vous l'avez souligné, parmi les conséquences, il y a à craindre une nouvelle restriction de la liberté d'expression dans ce domaine pour interdire toute voix dissidente, toute argumentaire anticonformiste, ce qui montre bien d'ailleurs à quel point le sujet est sensible. Si nous avions affaire à l'acte médical anodin et bon que d'aucuns à l'extrême gauche veulent promouvoir, il ne serait sans doute pas nécessaire de faire taire toute voix dissidente. Oui, évidemment, c'est même plutôt, on peut dire paradoxalement, de façon un peu cynique, c'est presque une bonne nouvelle. Ça montre que les promoteurs de l'avortement, c'est un peu comme le régime communiste. C'est plus le régime soviétique se raidit, se durcit, plus en fait il est fragile. Parce qu'ils sont obligés d'employer des moyens de coercition pour faire taire la réalité, pour faire taire ceux qui disent les choses. Si vraiment ce que nous disions, nous, était faux, eh bien alors, un problème. Je veux dire, ça leur poserait pas de souci. Mais s'ils veulent nous faire taire, c'est bien parce que ce que nous disons les gêne. Et effectivement, ils veulent nous faire taire. Même moi, à titre personnel, il y a eu des députés au Parlement européen qui ont lancé une initiative pour nous empêcher d'accéder au Parlement européen, pour nous exclure, pour nous interdire l'accès. Vous seriez bien les seuls à ne plus pouvoir y avoir accès. Alors que tous les lobbies ont porte ouverte et siègent dans les commissions. Y compris les frères musulmans. Y compris les islamistes. Donc donc voilà, la gauche se mobilise pour essayer de nous exclure, de nous empêcher l'accès. Donc il y a évidemment une menace déjà actuelle sur la liberté d'expression, plus qu'une menace, une restriction énorme.
Et ensuite, si l'avortement est mis dans la Constitution, l'avortement deviendra, pour la gloire de la France, n'est-ce pas, une valeur de la République. Vous imaginez, l'avortement deviendra une valeur de la République. Ça veut dire qu'il faudra être pour l'avortement, même si vous voulez effectivement recevoir en tant qu'association des subventions publiques ou que sais-je. On pourra faire la guerre aux écoles catholiques, aux écoles juives, aux écoles confessionnelles, qui oseront émettre des réserves sur l'avortement, parce qu'on dira l'avortement c'est une liberté constitutionnelle. Si vous êtes contre la République. Donc vous êtes séparatiste. Donc vous êtes séparatiste, donc vous êtes censuré, donc vous êtes surveillé, donc vous êtes privé d'accès aux médias, donc vous êtes privé de subventions le cas échéant, et donc vous pouvez même être interdit. Voyez voyez ce qui s'est passé pour le collège Stanislas à Paris. Évidemment, ça nous pend au nez, c'est ce qui va se passer. Et c'est la répression, c'est de la répression simplement dans le style effectivement soviétique. Alors sur une thématique particulière, c'est pas une répression globale, mais sur ces thématiques-là, c'est une répression qui est extrêmement forte et qui risque de se durcir. Alors cette décision, Grégoire Pupinck, elle présente des conséquences aussi sur la pratique en France de l'avortement, sur les délais qui récemment ont franchi des seuils décisifs et qui pourraient être encore étendus du fait de l'inscription dans la Constitution, et sur les pratiques eugénistes qui accompagnent, qui sont susceptibles d'accompagner la pratique de l'avortement. Oui, évidemment. Alors, on verra si le texte d'abord est adopté par le Sénat dans les mêmes termes, ce qui n'est pas sûr. Et si tel est le cas, effectivement, l'avortement sera dans la Constitution. Et donc, si l'avortement devient un droit, une liberté constitutionnelle, cela lui donne un niveau extrêmement élevé et une dimension symbolique considérable. Ça deviendra une valeur de la République, un point de référence. Et il sera difficile pour le législateur de pouvoir résister aux pressions qui demanderont d'aller sans cesse plus loin. Il faut se souvenir que il n'y a pas si longtemps, l'avortement était légal pour beaucoup moins de temps, 10 semaines, on est passé à 12, 14, donc pourquoi pas davantage. Il y a des pays en Europe où l'avortement est légal bien plus tardivement, en Espagne, au Royaume-Uni, on dépasse les 20 semaines. Donc ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les promoteurs de l'avortement, les organisations comme le Planning familial mondial, en fait, recommandent l'avortement légal quasiment jusqu'au bout. Ils n'ont pas de limite, en fait, dans leur demande. C'est une chose que les Français ordinaires ont du mal à concevoir. Mais pour les militants de l'avortement, il ne devrait pas y avoir de délai. Ce qui fait qu'on se retrouve dans certains pays avec l'avortement d'enfants qui sont viables et qui peuvent naître vivants. Et alors, il y a même déjà des cas en France. Nous avons fait un reportage là-dessus qui se trouve sur notre chaîne et sur Internet. Il y a des cas d'enfants qui survivent à l'avortement. Alors, c'est en particulier le cas d'enfants qui survivent effectivement autour de la 20 et quelques semaines lorsqu'ils sont avortés pour une raison médicale. Enfants trisomiques, mais même des enfants avec simplement un bec de lièvre. Donc, ils n'ont pas de malformation létale, ils ont une malformation. Et donc, on va pratiquer en France leur avortement, alors qu'en fait, quasiment au même âge, on ferait tout dans le même hôpital, la même équipe médicale, pour sauver un enfant prématuré. Donc, il y a cette rencontre entre les enfants prématurés, qu'on essaye de sauver, et les enfants handicapés, que l'on tue par injection létale dans le cœur, avant de les... Voilà. Bon. Alors, s'agissant de l'avortement sur demande, maintenant, 14 semaines, eh bien, effectivement, ils sont parfaitement formés, on va dire, on peut les voir, que tout le monde regarde sur Internet ce que c'est qu'un fœtus à 14 semaines. Ça a des doigts, enfin, c'est parfaitement un être humain, un corps parfaitement visible. Et donc oui, l'idéologie pousse les militants de l'avortement à recommander l'avortement jusque quasiment à la naissance. C'était le cas, et c'est toujours parfois le cas, comme vous le savez, aux États-Unis, où il y a une vision, on va dire, brutale des choses. Si l'avortement est légal aux États-Unis, dans certains États, il est légal jusqu'à la naissance. Ça s'appelle l'avortement par naissance partielle, ça veut dire qu'on fait naître l'enfant par les pieds.
ou alors et on lui, on a une espèce de pistolet qu'on lui met dans la nuque et on lui injecte un poison tout de suite, on le tue pendant la naissance, pendant l'accouchement. On sort le corps à moitié. Tant que le corps n'est pas entièrement sorti, ce n'est pas un meurtre. Ça, c'est la loi dans certains États américains. Donc c'est une question de secondes. Si vous le faites alors qu'il reste encore un membre dans le corps de la mère, c'est un avortement. Si vous le faites juste après, c'est un meurtre. En France, il arrive que des enfants naissent vivants et qu'on les laisse, on a des témoignages filmés en vidéo de médecins, de sages-femmes, et qu'on les laisse ensuite agoniser. Souvent, ils vont mourir d'asphyxie parce qu'ils n'ont pas les poumons encore bien développés. Pendant quelques minutes, voire parfois pendant plus longtemps, dans un coin de la salle d'opération. Parfois, ce qu'il arrive aussi, c'est que le médecin utilise le produit anesthésiant de la césarienne pour faire une euthanasie au fœtus qui survit. Donc ce sont des réalités qu'il y a en France, dans les hôpitaux parisiens. On a des témoignages avérés, face caméra. Et donc cette réalité, elle ne fera qu'empirer effectivement si on étend sans cesse le délai de l'avortement. Alors dans le même temps, outre ce projet de loi constitutionnelle, il y a un autre projet de loi qui est préparé par le gouvernement pour légaliser en France la pratique de l'euthanasie. Que savons-nous, Grégoire Pupinck, de ce projet de loi sur l'euthanasie ? Alors nous n'en savons pas grand-chose tant que ça, parce que effectivement ça fait longtemps que c'était quasiment, je pense, une promesse de M. Macron au groupe militant de l'euthanasie. Il semble hésiter sur ce texte, tant mieux, il a raison d'hésiter et de ne pas vouloir farouchement le faire adopter, en tout cas c'est ce qu'il semble. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une pression très forte, exercée d'ailleurs par les mêmes milieux que ceux qui promeuvent l'avortement. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce sont les mêmes personnes, généralement, qui sont à l'origine des associations militantes pour l'avortement et pour l'euthanasie. Voilà, c'est par exemple l'exemple de Pierre Simon, qui était un gynécologue français dans les années 50, encore jusqu'aux années 70, un franc-maçon de première catégorie, grand maître, qui ont milité et fondé les associations pour l'avortement et pour l'euthanasie. Donc il y a une même cohérence idéologique que j'ai brièvement tenté d'exposer tout à l'heure. Et donc, effectivement, ces deux textes, il est parfaitement compréhensible qu'ils soient avancés en même temps parce que c'est le même lobby qui est derrière. Alors, ensuite, ce que l'on en sait, c'est qu'il y aurait un texte ou deux textes. En tout cas, il y a toujours eu deux questions, ou trois aspects, on va dire, dans les questions de l'euthanasie, qui se distinguent et s'opposent parfois. Les mouvements de promotion de l'euthanasie, si on reprend un peu l'histoire pour bien voir, au départ, c'est encore une fois, ce sont des mouvements matérialistes, des mouvements farouchement athées, et qui disent qu'il faut supprimer les enfants handicapés, et il faut vider les sanatoriums des personnes handicapées adultes. C'est cette idée de l'euthanasie des nouveau-nés, qui est considérée comme un problème. Les enfants, les erreurs de la nature devraient être supprimés, mais aussi les personnes débiles, comme on disait à l'époque, qui coûtent cher à la société, qui sont malheureuses, pensait-on. Donc l'euthanasie, c'est à la fois au début de la vie, mais aussi les personnes handicapées pendant le cours de la vie, et les personnes grabataires, les personnes très âgées, qui soit devraient être tuées, soit voudraient elles-mêmes être tuées. Donc là, la question du suicide assisté. La question de l'euthanasie des nouveau-nés handicapés, en fait, en France, elle est réglée. Par quoi ? Par l'avortement, par l'avortement eugéniste. Donc l'avortement eugéniste a déjà satisfait une grande partie de la demande des militants de l'euthanasie, qui ont demandé la suppression, donc le droit de tuer les enfants à la naissance. Maintenant, on ne les tue pas à la naissance, on les tue un peu avant la naissance, mais le résultat est le même, c'est l'euthanasie des enfants handicapés dans le but d'éviter d'avoir des personnes handicapées dans la société. Reste le problème des personnes débiles, ça veut dire des personnes handicapées de leur vivant,
soit mentale, soit physique suite à un accident ou une maladie, et le problème des mourants. Alors ça, c'est le problème qui reste aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Ce qui était promu, c'était l'euthanasie imposée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puis encore un peu après. Et puis, plutôt que de promouvoir après la Seconde Guerre mondiale le droit de tuer, ce qui était le discours d'avant la guerre, eh bien, en raison de la guerre, de ce drame qui s'est passé, eh bien, ils se sont dit, on va prendre une approche plus libérale, on va changer de discours, on va maintenant réclamer le droit de mourir. Donc, on est passé du droit de tuer, le médecin qui réclame le droit de tuer les malades, aux patients qui réclament le droit de mourir. Mais c'est les mêmes organisations, les mêmes personnes, les mêmes militants qui ont modifié leur discours en disant maintenant on réclame le droit de mourir, mais encore dans certains cas aussi le droit de tuer, en particulier les enfants handicapés. Et donc aujourd'hui c'est ça la situation. Ce qui a bouleversé l'ensemble dans les années 70, ce fut l'apparition des soins palliatifs. C'est-à-dire l'idée, avancée d'ailleurs par le pape à l'époque, qu'il est légitime d'alléger la souffrance des personnes mourantes en leur donnant des produits qui peuvent effectivement un peu les anesthésier, même si cela accélère la mort, dès lors que le but premier n'est pas de faire mourir, mais d'alléger la souffrance. Donc ça, c'était Pie XII qui a avancé cela, et en faisant ça, en fait, il a ouvert la voie aux soins palliatifs. Et donc, c'est une autre approche. On s'est dit, finalement, les pauvres personnes qui meurent à l'hôpital, de façon parfois assez misérable à l'époque, en raison parfois des progrès de la médecine, eh bien, on peut rendre leur fin de vie plus digne grâce à la prise en compte de la souffrance et aux soins palliatifs. Et donc, lorsque les soins palliatifs ont été inventés, ont été développés, ça a provoqué une crise dans les milieux militants de l'euthanasie. Certains ont dit, c'est très bien, on a obtenu ce que nous voulions, savoir une humanisation de la mort. Et d'autres ont dit, mais non, nous devons continuer, car nous, ce que nous voulons, c'est l'euthanasie et le suicide volontaire, le droit de ce suicide, qui est vraiment le vrai but du mouvement, c'est le droit à la liberté de se suicider, le droit au suicide. Et donc, les mouvements promouvant l'euthanasie se sont scindés. Certains sont allés dans le sens de la promotion des soins palliatifs, ce qui est très bien, et d'autres dans la radicalisation en faveur de l'euthanasie. Et si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux dispositions principales dans le projet de loi. Une qui porte sur l'amélioration des soins palliatifs, il faut s'en réjouir, et l'autre sur l'euthanasie et le suicide assisté ou la mort volontaire, qui est une autre façon d'appeler les choses. D'appeler cette chose-là. Voilà, les deux aspects coexistent. Et ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura une loi qui fait passer la mort volontaire avec les soins palliatifs, ou s'il y aura deux textes. Un sur les soins palliatifs qui est vraiment fait l'unanimité, c'est-à-dire qu'en principe tout le monde, sauf est d'accord pour donner des moyens aux soins palliatifs pour rendre effectivement la fin de vie plus digne, plus accompagnée dans les hôpitaux. C'est évidemment une réalité. Mais malgré tout, il y a toujours chez les promoteurs de l'euthanasie une méfiance à l'égard des soins palliatifs parce qu'ils se rendent bien compte que plus on promeut les soins palliatifs, moins on justifie l'euthanasie. Donc il y a ce tiraillement entre ces deux approches de la fin de vie. Et donc là encore, l'arrière-plan idéologique est décisif. L'arrière-plan idéologique est vraiment décisif. Il y a ceux qui veulent vraiment simplement améliorer la condition des personnes mourantes dans les hôpitaux, personnes âgées, en raison de la médicalisation de la vie, des progrès de la médecine, qui font que finalement l'agonie, de certaine manière, est plus longue. Donc ils veulent répondre à ce besoin-là par les soins palliatifs. Et il y a ceux qui disent non, le but, c'est la liberté, c'est la domination de la volonté sur le corps. Et encore une fois, c'est l'idée que l'homme est vraiment libre et humain s'il peut décider sur la vie. Donc la liberté de l'avortement et la liberté du suicide. C'est une seule et même liberté
qui exprime la domination de l'esprit sur le corps, la domination de l'esprit sur la matière. Et donc ça, c'est la dimension idéologique qui est la même pour l'euthanasie et pour l'avortement. Elle est notamment exprimée en France par Pierre Simon de façon très, très visible dans ses textes. C'est ce qu'il dit. Il dit que la vie est un matériau qu'il faut gérer. Donc une approche de gestion de la vie de façon matérialiste. Et la seule chose qui aurait de la valeur, ce serait la volonté. Et ça, c'est une approche de l'être humain qui le divise contre lui-même. Parce que l'homme est à la fois corps et esprit ensemble. Il n'est pas l'un contre l'autre. Alors parmi les arguments utilisés, il y a ce sophisme redoutable qui prétend, avec l'euthanasie, permettre de mourir dans la dignité. Mais la dignité telle qu'elle est employée ici devient un mot piégé qui n'a plus le sens qu'il devrait avoir, la dignité n'étant plus attachée à la nature de l'homme, puisque l'on considère que le grand malade ou que le grand vieillard dépendant ne vit plus de manière digne. La dignité est attachée au fait de pouvoir être autonome et de pouvoir exprimer une volonté autonome, et puis d'autre part d'être utile à la société. Et donc le fait d'être un poids financier pour la société vous rend indigne en quelque sorte. Il y a une transformation du mot dignité. Bien sûr, alors, mais au départ, il y a un choix marketing. Ça veut dire que les associations comme l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, à l'étranger, ils ont d'abord commencé aux États-Unis à utiliser cette appellation. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez des associations fondées dans les années 30 pour la légalisation de l'euthanasie. Ça, c'est leur nom. Association pour la légalisation de l'euthanasie. Parfois, ils ajoutent volontaire, parfois, ils ne mettent pas volontaire. Et ces associations, pendant les années 30, elles étaient vraiment radicales, bien souvent. Certains de leurs membres étaient radicaux dans leur volonté effectivement, de pratiquer l'euthanasie. L'idée, par exemple, des chambres à gaz, elle a été développée dans ces milieux de l'euthanasie dès les années 30, bien avant les Allemands, pour s'appliquer aux personnes handicapées. Donc il y a un radicalisme historique des mouvements euthanasistes qui est certain, qui est lié d'ailleurs à ce qui s'est passé en Allemagne, puisque l'euthanasie des personnes handicapées, c'est pas connu tellement, mais c'est un phénomène majeur, massif. Les Allemands ont fait ce que les euthanasistes, les militants américains rêvaient, en supprimant des dizaines de milliers de personnes handicapées, par chambre à gaz ou par différents procédés. À l'époque, on prétendait accorder une mort miséricordieuse. On trouve toujours un sophisme. Exactement, on disait ça. On appelait ça déjà la mort miséricordieuse. Et de la même manière, d'ailleurs, on voyait la même propagande. Ça veut dire que vous aviez des films de propagande faits par les Allemands dans les années 30 et les années 40, qu'on peut trouver sur Internet, mais on pourrait les repasser aujourd'hui. Ça veut dire il y a eu deux films, un qui montrait la misère des personnes handicapées, pour justifier, regardez, c'est quand même, ils sont pas humains, il faudra en finir. Bon, celui-là, peut-être qu'on pourrait plus trop le montrer aujourd'hui, mais le deuxième, on pourrait vraiment le montrer aujourd'hui. L'autre, c'est comment un médecin a euthanasié sa charmante épouse qui était malade, une maladie mortelle, et comment ce charmant médecin a été ensuite persécuté par la justice, et donc il faudrait changer les lois pour permettre... Voilà, donc il y a le même effort de propagande qu'on trouve dans l'Allemagne nazie, on pourrait encore l'appliquer aujourd'hui, avec les mêmes langages de mort, de mort miséricordieuse, la même idée d'abord d'une exception pour les cas exceptionnels, et puis en fait, d'exception, en fait on est passé à un massacre industriel des personnes handicapées, et qui ensuite a été étendu à d'autres catégories de la population, notamment aux juifs. Les mêmes méthodes qui ont été employées pour des raisons raciales et biologiques. Et donc, la référence à la dignité, ces associations, elles étaient bien marquées après-guerre, elles ont eu du mal à se relancer, et elles ont pris le virage libéral des années 60 et individualiste. Et la grande idée a été de représenter l'euthanasie comme étant une liberté. Pareil d'ailleurs pour l'avortement.
que c'était un acte féministe, alors qu'avant il était promu pour des raisons eugénistes et des raisons de contrôle démographique, malthusianiste. En tout cas, présenter l'euthanasie comme une liberté et donc changement de nom des associations qui ont commencé à s'appeler Dying with Dignity, donc mourir dans la dignité. Et c'est là où la notion de dignité est apparue, associée à l'euthanasie, ce qui évidemment c'est le contraire de ce qu'on avait connu, parce que la dignité dans les pratiques euthanasiques du XXe siècle est bien loin. Mais effectivement, un détournement et une redéfinition de la dignité, c'est une définition, comme je l'ai expliqué, ça veut dire considérer que seul est digne la volonté. Seul en l'homme serait digne de la volonté, l'homme serait vraiment humain en raison de sa volonté, de son intelligence, et donc sa dignité serait associée à ces éléments-là uniquement. Donc un homme qui aurait perdu son autonomie, son intelligence, sa volonté ne serait plus digne, il ne serait plus qu'un tas de chair, un tas de viande. Il serait même d'ailleurs une forme d'indignité parce qu'il ferait honte à notre humanité en raison de son état de déchéance. Et donc il faudrait le supprimer. C'est ça la logique derrière, évidemment, ça n'a rien à voir avec la dignité telle que la société européenne et qui a pu élever la société européenne à des sommets de civilisation. C'est vraiment une autre conception de la dignité. Alors, Grégoire Pupinck, l'une des raisons qui peuvent expliquer que le gouvernement hésite encore à présenter ce projet de loi est l'opposition manifestée à ce projet par des centaines et des centaines de médecins qui ont souligné à quel point le projet de loi reconnaissant l'euthanasie pourrait les conduire à faire le contraire de ce pourquoi ils existent et de ce pourquoi ils se sont engagés dans la médecine. Bien sûr, c'est important. Les médecins ne doivent pas devenir de simples exécutants, de simples fonctionnaires payés par la sécurité sociale. Il faut qu'ils conservent haut l'esprit de leur métier, de leur profession. C'est évidemment essentiel. Personne, j'imagine, ne rentre dans cette profession pour pratiquer l'euthanasie. Donc oui, c'est important qu'ils s'y opposent. La question de la déontologie, de la finalité de la médecine est une question essentielle. Ce qui se pose aujourd'hui aux médecins, c'est pas récent, c'est à quoi sert la médecine? Est-ce que la médecine a pour objet de soigner les gens? Est-ce que c'est le bien individuel des patients? Ou est-ce qu'on a un autre but? Et cette finalité de la médecine, c'est vraiment une question disputée parce que à partir du XVIIIe siècle déjà, Philippe Pichot, vous connaissez bien ces auteurs, Cabanis et autres, qui avaient une vision du progrès, notamment par la médecine. Ils se disaient la médecine va être un instrument du progrès de l'humanité. Et d'une transformation de l'humanité. Et d'une transformation de l'humanité. Cabanis a théorisé l'eugénisme. Voilà, les médecins ont la clé, finalement, des lois du fonctionnement de l'être humain. Et s'ils connaissent ces lois, ils peuvent aussi en jouer, en user. Alors cela, ça va être accru au XIXe siècle avec toute la pensée matérialiste et évolutionniste, effectivement, qui a donné ensuite l'eugénisme. L'eugénisme, c'est ça, c'est le médecin qui est aux commandes du progrès biologique humain et qui va décider pour le progrès, pour activer et continuer le progrès biologique humain, pour continuer l'évolution, qui va prendre le contrôle, les manettes de la biologie. Ça a conduit à l'eugénisme, ça conduit aussi à la folie arienne, nazie, et c'est malheureusement, ça continue encore dans le transhumanisme, aujourd'hui. Chose intéressante sur la finalité de la médecine. Encore une fois, je reviens à l'histoire, à Nuremberg, pendant le procès de Nuremberg. Les médecins nazis ont été mis en cause en raison des actes qu'ils ont commis en faisant des expérimentations illégales sur des patients. Ces médecins nazis se sont défendus en disant « Mais écoutez, vous, juge de Nuremberg, vous nous jugez au nom de Hippocrate, au nom de la déontologie médicale
prétendue déontologie millénaire. Nous, médecins nazis, disait-il, nous agissons au nom d'une autre déontologie, au nom d'une médecine qui est au service de l'État, au nom d'une médecine qui est au service du progrès, au nom d'une médecine qui est au service de la science. Et donc, ils avaient une vision différente de la médecine, une vision de finalité collective, progressiste, scientifique. Et c'est cette vision qui dépasse le soin apporté aux médecins qui justifie ensuite d'utiliser les patients, par exemple, pour des expériences médicales, qui justifie également l'euthanasie. Et donc, il y a bien un débat profond sur la finalité de la médecine, à quoi sert la médecine. Et ce débat, il est ancien, donc il remonte au siècle des Lumières, et il est extrêmement actuel. Il est revenu, il a été jugé, on peut dire, à Nuremberg, puisque le tribunal de Nuremberg a achevé son travail par condamnation des médecins et aussi par ce qu'on appelait les principes de Nuremberg, donc la codification des grands principes de déontologie, ce qui a donné ensuite naissance à la bioéthique. Mais aujourd'hui, malgré cette étape importante de Nuremberg, de nouveau se pose la question de la finalité de la médecine, une finalité qui dépasse le soin. Alors ça s'exprime de différentes manières, mais y compris bien sûr par l'avortement, qui a été l'une des grandes transgressions de la médecine. Avant d'être une transgression de la vie, c'est une transgression de la médecine, puisqu'on demande au médecin de faire un acte qui n'est pas thérapeutique. Donc on a changé la définition de l'acte médical en disant le médecin, autrefois, il avait le privilège de pouvoir porter atteinte à l'intégrité physique des personnes dans un but strictement thérapeutique pour soigner. Aujourd'hui, on dit qu'il peut agir dans un but médical, ce qui est beaucoup plus large et qui englobe effectivement l'avortement ou d'autres pratiques comme la chirurgie esthétique, purement esthétique, on va dire, sans but réel. Alors tout ça, je peux peut-être en profiter, Philippe Pichot, pour faire une incise, mais sur le site de l'ECLJ, on peut trouver une étude sur l'histoire des mouvements euthanasistes. Pour ceux que ça intéresse, il y a publié là récemment donc une histoire des mouvements euthanasistes au XXe siècle qui représente tous ces éléments historiques. Alors, l'avortement, l'euthanasie, ce sera ma dernière question, Grégoire Pupinck, mais on pourrait y joindre la théorie du genre et la transidentité. Tous ces différents projets participent d'un ensemble idéologique cohérent reposant sur une anthropologie matérialiste qui amoindrit l'homme et qui méprise sa véritable nature. Et cette rupture anthropologique qui est à l'œuvre participe du projet transhumaniste qui est en réalité un projet post-humaniste qui programme la transformation de l'homme et qui menace pour cette raison la survie même de l'humanité. Le transhumanisme est vraiment le grand enjeu des prochaines années. En fait, c'est un enjeu qui est déjà centenaire parce que c'est tout ce projet, finalement, le transhumanisme, c'est quoi? C'est l'idée que l'homme doit, par ses propres moyens, poursuivre et même accélérer ce grand mouvement de l'évolution. C'est l'idée que si l'homme autrefois est issu du singe, et puis avant le singe du poisson, et puis finalement avant de la matière inerte, l'homme serait donc dans un processus d'évolution qui serait en même temps un processus de spiritualisation, d'élévation de l'esprit, qui est identifié au processus d'humanisation. Et donc l'homme serait d'autant plus homme qu'il se détache de la matière. C'est ça l'idée fondamentale de l'évolutionnisme, qui résulte de l'évolutionnisme et qui est reprise dans le transhumanisme. Que plus on est détaché de la matière, plus on est homme, plus on est esprit. C'est une forme d'angélisme. L'homme serait d'autant plus homme qu'il serait immatériel, qu'il serait spirituel, qu'il serait intelligent, qu'il serait rapide. Et donc c'est moins physique. D'où la valorisation de ce qui est immatériel, notamment le virtuel, on aime beaucoup vivre dans le virtuel, et la dévalorisation de ce qui est matériel, et notamment du corps. Pouvoir dire qu'on n'est pas déterminé par son corps, c'est une façon d'affirmer sa liberté complète et finalement son humanité en disant finalement je ne suis pas déterminé par mon corps sexué, je suis ce que je veux être. Je n'ai pas à subir cette vie que je porte en moi, l'enfant, je peux l'arrêter, c'est ma liberté. Je n'ai pas à subir ce corps qui me déplaît, je peux
avoir la liberté de me suicider. Et par cette façon d'agir, il y a cette idée fausse, cette illusion que l'homme serait d'autant plus libre, d'autant plus élevé, d'autant plus puissant. Et ça, c'est le transhumanisme, c'est le maximum d'intelligence dans le minimum de matière. C'est ça le grand rêve aussi des informaticiens. Le cloud, c'est le maximum d'intelligence dans le minimum de matière. C'est ça la poursuite, le rêve de poursuite d'évolution. Et c'est effectivement toute cette dynamique que l'on retrouve à travers les 150 dernières années. Et c'est pas par hasard si la notion de transhumanisme a été développée, mise en avant par une personne comme Julian Huxley dans les années 30, le frère de l'auteur, de l'écrivain, Julian Huxley, était un farouche eugéniste, était un farouche on va dire, darwinien. Lui-même petit-fils du secrétaire de Darwin, inscrit dans la tradition de la libre pensée et de la franc-maçonnerie, et qui avait ce rêve d'une humanité, effectivement, d'un progrès de l'humanité. Il disait d'ailleurs que le transhumanisme sera la religion de l'avenir, ça il l'a écrit très tôt. Et donc c'est toute cette pensée qu'il faut considérer, qu'il faut voir. Il ne faut pas simplement voir le débat politique qu'il y a maintenant, il faut comprendre que les hommes politiques, les responsables politiques sont pris dans ces grands conflits de pensée, ces grands conflits idéologiques, et certaines personnes ont parfaitement conscience de cette dimension idéologique, de cette dimension anthropologique qui est vraiment fondamentale. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de liberté de parole sur le sujet. Eh bien, un grand merci Grégoire Pupinck. Je rappelle que vous êtes à la tête, vous êtes le directeur du Centre européen pour le droit et la justice, que vous avez publié plusieurs ouvrages et que, en se rendant sur le site du Centre européen pour le droit et pour la justice, les auditeurs pourront retrouver certains des développements que vous avez formulés, notamment cette mise en perspective historique, ainsi que les références des différents ouvrages que vous avez publiés sur toutes ces questions touchant à la conscience, touchant à la défense de la vie, touchant aux véritables droits de l'homme, ouvrages que vous avez publiés au cours de ces toutes dernières années. Voilà. Un grand merci et il me reste